Industrial Nation, je suis très heureux. Vous pouvez pas imaginer à quel point de vous retrouver sur LinkedIn ce soir. Vous êtes sur Industrial Growth, le seul podcast entièrement dédié à la croissance des PME industrielles. Et ben ouais, on y est arrivé, c'est notre premier live LinkedIn. Ça fait des mois que je harcèle LinkedIn pour avoir droit de faire moi aussi joujou avec les lives et je suis très heureux de vous retrouver. Pour ce premier live LinkedIn, l'idée c'est peut-être de parler un peu d'un sujet d'actualité. Et j'ai envie de parler ce soir de budget. On est dans la saison des budgets marketing. Il se trouve que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, si vous êtes dans une entreprise industrielle, vous devez être en train de finaliser vos budgets pour les présenter avant la fin de l'année à votre direction et espérer obtenir une validation. Donc l'idée, c'est que je discute avec beaucoup de gens, je discute avec beaucoup de prospects, j'ai beaucoup de clients qui sont aussi dans cette situation-là de devoir construire un budget marketing là, en fin d'année. Et parfois, la façon de s'y prendre, elle est un peu surprenante. La bonne vieille méthode de récupérer la colonne Excel de l'année dernière et de faire un plus 5% ou moins 5%, moins 10% et de le copier-coller sur l'autre côté, vous savez, avec la petite croix dans les cases, là, je pense qu'il faut arrêter avec ça. Il faut vraiment se poser quand il s'agit de définir un budget. Alors, ce matin, j'ai lancé une petite enquête. C'était un peu trop short pour avoir les réponses pour ce soir, mais j'ai eu en fait une ou deux réponses. Et j'ai demandé, c'est quoi en fait, aujourd'hui votre challenge quand il s'agit de définir un budget ? Est-ce que vous allez prendre le budget de l'année dernière, le mettre à la hausse, à la baisse et puis répartir un peu les choses là-dedans ? Est-ce qu'on vous contraint de travailler dans un budget qu'on vous donne à l'avance et que vous devez vous débrouiller avec ça ? Ou est-ce que vous arrivez et que vous allez voir votre boss en lui disant « Écoute, voilà les besoins qu'on a cette année et voilà comment j'imagine dépenser un petit peu l'argent au niveau du marketing ». Je vais vous donner quelques clés, en tout cas ce qui me semble être potentiellement peut-être une bonne façon d'organiser un budget. Et l'idée, c'est peut-être vous aider à avoir un espèce de framework, un espèce de cadre, surtout aussi pour essayer de le défendre derrière, parce que ce n'est pas trop compliqué de faire le budget. Ce qui peut paraître un peu plus compliqué, c'est parfois d'avoir besoin de défendre ce budget, de devoir derrière le justifier à des gens qui ne sont pas forcément de la partie, qui ne sont pas dans le marketing, qui ne comprennent pas tout ce que vous allez proposer, en particulier si vous commencez à proposer des choses autour du digital et que vous commencez à parler de gros mots comme inbound marketing, marketing automation et tous ces trucs à l'anglais là. Donc ça peut être quelque chose qui peut être un peu surprenant. Excusez-moi, j'ai un direct du live, j'ai ma chaise qui descend, mais on rattrape tout ça. Le framework que je vous propose, c'est de commencer, quand il s'agit de discuter du budget, de partir des objectifs. Si vous êtes responsable marketing en charge du budget marketing d'une entreprise, il faut bien comprendre que le marketing aujourd'hui, c'est l'un des principaux leviers de croissance d'une boîte. Si vous êtes dans une situation où vous, au niveau du marketing, vous n'êtes pas impliqué dans la réflexion autour des objectifs commerciaux de la société, ça me paraît quand même très compliqué de construire un budget qui tienne la route, en tout cas qui va permettre d'atteindre ces objectifs. On est d'accord que le marketing est là pour générer un flux entrant, générer du business, aider les commerciaux à mieux vendre, aider les commerciaux à être plus productifs, à être plus efficaces, à se concentrer sur les bons deals, ceux qui vont signer plus rapidement, à raccourcir les cycles de vente. Donc derrière, c'est un peu comme un match de foot. Le ballon, parfois, il part de l'arrière. Le marketing peut jouer ce rôle de l'arrière qui passe le ballon à ses attaquants. Excusez-moi pour la référence si vous n'êtes pas footeux, mais c'est un travail d'équipe. Quand on marque le but et quand on signe un contrat, c'est un travail d'équipe. Et le marketing va avoir un rôle là-dedans. Si vous n'êtes pas au courant dans les détails de la stratégie, comment vous voulez jouer correctement au ballon ? Donc la première chose, c'est ça. Le conseil que je peux vous donner, c'est que si vous n'êtes pas au courant ou si vous n'êtes pas suffisamment informé des objectifs en termes de croissance, d'où viennent ces objectifs, comment ils ont été construits, qu'est-ce que ça représente en termes de panier moyen, en termes de vente, quels produits on va vendre plus que les autres, quel marché on va attaquer, combien de nouveaux clients je dois générer cette année, parce que c'est ça votre job de marketeur. Malheureusement, ça peut paraître surprenant. Je discute avec énormément de prospects chaque année. Je le fais depuis 5 ans et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de responsables marketing qui sont tenus à l'écart de cette discussion. Parfois, c'est aussi de leur responsabilité de chercher à comprendre tout ça. Vous n'êtes pas là que pour faire de la com et pour faire de jolies plaquettes ou de jolis stands pour les salons. Vous êtes là aussi pour générer du business. Et donc, il faut partir des objectifs. Quel est l'objectif de la boîte ? Quel chiffre d'affaires on veut faire ?
Vous repartez de vos datas, reprenez le CRM. Si vous n'avez pas de CRM, reprenez les tableaux Excel des commerciaux et essayez de comprendre quel est le panier moyen, quels sont les différents segments de clientèle qu'on a dans notre portefeuille client. Il y a plein de bons bouquins marketing qui pourront vous parler de RFM, de tout un tas de critères qui vous permettent de segmenter, de comprendre comment est constituée votre base de clients. Essayez d'avoir une idée précise des produits et de la stratégie que veut développer votre boss ou votre entreprise d'un point de vue commercial. Et derrière, vous allez pouvoir vous dire comment, au niveau du marketing, on va pouvoir aider, contribuer à cet objectif. Je vous montrerai tout à l'heure un petit tableau qui vous permet de faire ça. Mais l'idée, c'est de dire quoi ? Si je dois faire 1 million de plus l'année prochaine et que, par exemple, sur ces 1 million, je sais que je vais surtout vendre un de mes produits phares dont le panier moyen est à 25 000 € l'année avec un cycle de vente complexe. Vous faites la division, vous savez combien de clients vous avez à générer sur l'année ou combien vos commerciaux vont devoir signer d'affaires. Prenez les stats de vos commerciaux. Combien de rendez-vous, combien de devis ils doivent faire pour signer une proposition. Et vous remontez comme ça progressivement. Combien de rendez-vous, combien de devis envoyés, combien de contacts il a fallu démarcher pour obtenir ces rendez-vous. Et ça va vous amener au niveau du marketing, et notamment au niveau du marketing digital, à combien de gens il aura fallu parler en tout, combien de visiteurs sur le site internet on aura dû attirer, combien de prospects on aura dû générer d'une manière ou d'une autre, soit sur le site, soit sur les salons. Reprenez tous vos canaux habituels et vous allez pouvoir construire comme ça tout le pipe en prenant en compte vos taux de conversion. Et ça va vous donner le niveau de l'ampleur des efforts que vous allez devoir fournir au niveau du marketing pour générer cette demande entrante. Donc ça, c'est la première chose. Pour moi, il ne peut pas y avoir de bon budget marketing s'il n'est pas construit sur des objectifs solides. Et n'hésitez pas aussi à challenger vos équipes commerciales et votre direction sur ces objectifs. Là aussi, on pourrait en dire beaucoup. Dire on veut faire 2 millions ou plus 20% l'année prochaine, ok, ça peut être un objectif, mais d'où ça vient ce chiffre ? Comment vous construisez ? Comment l'équipe commerciale construit ça ? Est-ce que c'est juste, là encore, un glisser-déposer sur une case Excel et on dit, vu le Covid, vu les circonstances, on pense qu'on ne fera pas plus de plus 5% cette année ou l'année prochaine ? Ou est-ce que c'est basé sur des datas, sur une stratégie solide ? Donc je pense que c'est dans le rôle aussi du marketing, et ça donne aussi l'importance aujourd'hui qu'il peut avoir le marketing dans une entreprise industrielle. C'est le job du marketing de challenger les équipes internes pour qu'elles puissent aussi remettre en cause ces objectifs-là et les renforcer ou les réarmer avec de la data solide. Premier point, donc, les objectifs. On parle d'objectifs sérieux, on parle d'objectifs business. Créer le site web, générer un taux de rebond à moins de 50%, ça, ce n'est pas des objectifs marketing. Ça, ce sont des métriques qu'on mesure pour voir si les choses fonctionnent. Mais ce ne sont pas des objectifs qu'on peut se fixer au niveau d'un service marketing. Les objectifs, c'est obligatoirement des objectifs liés au business en termes de leads, de nouveaux clients, de clients réengagés, de ventes, d'opportunités ouvertes. Bon, bref, tout ce que vous voulez, mais des choses qui ont trait au business. Et là encore, on pourrait même challenger un peu tout ça. Deuxième point, une fois qu'on a notre budget et qu'on sait à peu près où on veut aller, on a besoin d'un framework. Aujourd'hui, imaginez que le marketing va pouvoir travailler dans son coin et de l'autre côté, les sales vont travailler dans leur coin et puis on a derrière les gens qui font la prod et qui font le service client. C'est une vision qui est très silotée et qui fonctionne de moins en moins pour une raison très simple. C'est que vos clients, ils n'ont pas à subir vos process internes et la façon dont vous avez structuré l'entreprise. Si vous avez créé des silos, pourquoi est-ce que vous voulez forcer vos clients à rentrer dans ces silos-là ? La vision, à mon avis, la plus intéressante aujourd'hui de ce genre de situation, c'est essayer d'imaginer une équipe de croissance. Marketing, sales et service client travaillent ensemble pour un objectif commun qui est celui d'accélérer le business. Le rôle du marketing, c'est d'apporter de la valeur avant de chercher à en extraire. Et j'aimerais partager avec vous, si j'arrive à partager mon écran, je ne sais pas si c'est faisable. En fait, je ne vais pas le partager parce que j'ai peur de couper le live. C'est mon premier live. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Mais ce que j'aimerais partager, c'est ce modèle de flywheel dont je vous parle régulièrement si vous suivez le podcast. La flywheel, c'est quoi ? On place le client au centre. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que vous avez la majorité de vos clients, et c'est encore plus vrai dans l'industrie, qui vont prendre une décision d'achat par rapport à la recommandation. Comment est-ce qu'on s'assure qu'un client va vous recommander ou va me recommander ?
comment je m'assure de pouvoir subir, entre guillemets, ou bénéficier plutôt de ce bouche à oreille positif? Eh bien, je m'en assure en offrant à mes clients une expérience unique, une expérience qu'ils ne vont pas rencontrer ailleurs. Et c'est ça qui va faire qu'un client va me recommander ou qu'un client va continuer à acheter mes services et mes solutions. Donc l'objectif de toute l'entreprise, de toute l'équipe de croissance de l'entreprise, il devrait être unifié. Le seul objectif que vous devriez vous fixer, c'est comment j'offre à mes clients une expérience unique, une expérience mémorable, et comment je les aide à atteindre la raison ou le succès qu'ils sont venus chercher chez moi. Quand un client achète une ligne de production, imaginez que vous travaillez dans la fabrication de lignes de production pour de la boulangerie industrielle, le client, il n'a pas comme objectif d'acheter une ligne de production. Il achète cette ligne parce qu'il va peut-être prendre de nouveaux marchés, qu'il veut se positionner sur le marché du donut sur lequel il n'était pas positionné. Bref, allez imaginer toutes les raisons pour lesquelles il a besoin d'investir 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros sur une nouvelle ligne de production. Eh ben, ce sont ces raisons-là qui vont expliquer son succès. Votre job, ce n'est pas simplement de lui vendre des machines, c'est de l'accompagner pour atteindre le succès, conquérir ce nouveau marché, devenir numéro 1 sur telle part de marché, etc. Donc vous devez mettre tous vos efforts, tous vos budgets et tous vos efforts marketing, commerciaux et services clients en direction de ce succès client-là. Donc ça m'amène à ce fameux framework. Ça commence par une hygiène irréprochable de votre base de données. Combien d'entreprises industrielles que je contacte aujourd'hui, en tout cas vous en connaissez, c'est peut-être le cas dans votre boîte, quand on demande aux gens de envoyez-moi votre base de données qu'on puisse l'intégrer dans le CRM qu'on va utiliser, combien d'entre eux vous disent la base de données n'est pas très clean, il faudrait vraiment la nettoyer, il y a beaucoup de doublons. Avant-hier, pas plus tard qu'avant-hier, on a importé chez nous la base d'un client avec plus de 34 000 contacts. Il y avait, je crois, 10 000 doublons, plus 5 000 adresses qui étaient en bande, c'est-à-dire qui étaient des adresses email complètement périmées, des gens qui sont peut-être morts depuis longtemps dans cette base de données. C'est votre principale richesse. Comment vous voulez travailler la recommandation si votre base de données n'est pas clean? Donc, quand on parle de budget marketing, prévoyez peut-être aussi d'allouer une partie de votre budget à nettoyer une bonne fois pour toutes cette base de données et à faire en sorte que vous ayez une base de données en règle vis-à-vis de la réglementation européenne, une base de données de gens qui ont accepté de recevoir vos communications, mais surtout une base de données avec des informations qui soient valables et actuelles. Si vous avez des clients qui n'ont rien acheté chez vous dans les 5 ou 10 dernières années qui sont encore dans votre base de données, excusez-moi de vous dire que ce n'est pas une base de données propre. Donc, mettez à jour ces informations-là et investissez aussi une partie de vos efforts sur la mise à jour, le nettoyage et le remplissage de cette base. Et là, il y a plein d'outils aussi qui peuvent vous aider à faire ça. Et on parlera du stack après. Mais je reviens à mon framework. La base de données, le client, la connaissance du client, pas uniquement sur le chiffre d'affaires qu'il a généré ou les produits qu'il a achetés, mais aussi sur son comportement. Sur est-ce que vous êtes au courant de tout ce qui se passe chez vos clients? Vous devriez l'être. Et ça, c'est des informations qui devraient être enregistré dans votre CRM aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est à partir de là que vous allez pouvoir adapter vos messages à tous les stades du parcours d'achat de vos clients et leur offrir cette fameuse expérience exceptionnelle. Personne ne supporte, quand il a un problème avec son opérateur téléphonique, de devoir expliquer 10 fois à 3 personnes différentes pourquoi il appelle et qu'on le balade de bureau à bureau. Est-ce que vous voulez faire subir ce genre de situation à vos clients? J'en suis sûr que non. Et pour éviter ça, il faut avoir une connaissance unique du client, il faut avoir une connaissance actualisée, à jour de vos clients. Ensuite, on passe sur le marketing. Le rôle du marketing, de mon point de vue, mais je ne suis pas le seul à penser ça, et c'est un peu l'idée de ce framework Flywheel, c'est de dire que mon job, ce n'est pas d'essayer d'envoyer des messages publicitaires qu'on n'a pas demandé, ce n'est pas de raconter la belle histoire de mon entreprise et de mes services avec mes solutions, mes marchés, mes références. Non, c'est d'apporter de la valeur avant de chercher à en extraire. Et comment on fait ça? Prenez toutes les questions que vous posent vos clients, prenez toutes les problématiques que rencontrent vos clients tout au long de leur parcours d'achat et commencez à apporter des réponses à ces questions-là sous différentes formes, et ça dépend du profil de vos clients. Si vos clients sont des artisans qui n'ont pas le temps de lire des billets de blog à rallonge, faites de la vidéo, faites de l'audio, essayez d'utiliser les bons canaux qui vont vous permettre d'apporter de la valeur à vos clients avant de chercher à en extraire. Ça, c'est la première chose. Deuxième point, on va parler de l'engagement. Quand on passe ensuite les gens qui sont venus chercher ces informations-là vers l'équipe commerciale,
Eh ben, excusez-moi de vous dire ça, mais la plupart du temps, les commerciaux peuvent plutôt être un frein qu'un accélérateur de la vente. Et quelque chose qui m'a beaucoup surpris pendant le premier confinement, là on est dans le deuxième, ben, j'ai des chefs d'entreprise industrielles qui m'ont dit que finalement, ils ont presque plus vendu pendant que les commerciaux étaient au chômage partiel. Je ne généralise pas, rassurez-vous. Hein. Je vais prendre une volée de bois vert des équipes commerciales. Mais certains me disaient qu'ils ont presque plus vendu quand il y avait moins d'obstacles et que les commerciaux étaient en chômage partiel et que la vente se faisait directement soit en ligne, soit avec un nombre réduit d'interlocuteurs, que lorsque les commerciaux interviennent sur le terrain. Et souvent, ce n'est pas pour jeter la pierre aux commerciaux, mais souvent, ce n'est pas forcément de la faute des commerciaux. L'absence de process, l'absence de choses clairement définies, la vétusté de vos outils explique pourquoi les commerciaux perdent un temps fou et ne répondent pas à une demande dans le temps imparti ou ne vont pas être efficaces dans la prise en compte des demandes des clients. Vous avez parfois, même la plupart du temps, j'ai envie de dire des commerciaux en or, puisque les commerciaux dans l'industrie, ce ne sont pas des vendeurs de tapis, ce sont des gens qui connaissent leur boulot, ce sont des gens souvent qui sont issus de la technique, ce sont souvent majoritairement des gens passionnés par leurs solutions, qui cherchent à aider, qui sont de vrais prescripteurs. Mais si vous leur mettez des outils et des méthodes de vente archaïques, il ne faut pas vous étonner d'obtenir des résultats en conséquence. Donc, premier point, on investit sur apporter de la valeur avec le marketing. Deuxième point, on va essayer d'éliminer toutes les frictions. Est-ce que c'est facile de faire du business avec vous? Donc, on va essayer de réfléchir dans la façon de construire le budget sur comment est-ce qu'on peut éliminer les frictions que rencontrent mes clients ou nos clients quand ils essayent de faire du business avec nous. Comment est-ce que je peux aider les équipes commerciales avec quel type de stratégie, quel type de tactique, quel type de technologie je peux mettre en place pour aider mes équipes commerciales à faciliter le fait de faire du business avec mon entreprise. Et troisième point, c'est le service client. Et là encore, il ne s'agit pas de distribuer les bons points marketing, commerciaux ou customer success, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment parler de customer success dans l'industrie. Alors oui, tous les industriels vont vous dire nous, nos clients sont heureux, ils sont très satisfaits de nos produits. D'ailleurs, on a envoyé une enquête de satisfaction l'année dernière de 10 pages. Bon, on n'a pas eu énormément de réponses, mais les gens qui ont répondu étaient plutôt contents. Oui, effectivement, si vous envoyez l'enquête de satisfaction une fois tous les 2 ans et que vous espérez avoir 10 réponses, bon, c'est un thermomètre qui n'est pas vraiment un vrai thermomètre. Prenez la température de vos clients et là aussi, peut-être que le marketing peut prévoir un peu des actions qui vont nous permettre de nous assurer que nos clients sont satisfaits. Comment vous voulez mettre en place des stratégies marketing efficaces si vous n'avez aucune idée du niveau de satisfaction de vos clients? Est-ce que vos clients sont prêts à vous recommander? Posez-leur simplement cette question. Ça s'appelle un NPS, un Net Promoter Score. C'est très facile à déployer. Vous pouvez le faire avec des trucs comme Typeform ou même Google Forms. C'est gratuit. Vous envoyez ça à votre base client de manière fréquente, récurrente, à des moments clés de la relation avec eux. Et vous essayez de mesurer ce fameux Net Promoter Score pour essayer de savoir si vos clients sont vraiment des gens qui sont là pour vous promouvoir. Ça veut dire qu'ils sont satisfaits et même au-delà de satisfaits puisqu'ils sont capables d'aller jusqu'à parler de vous à leurs amis, ou est-ce qu'au contraire, vous avez des gens qui sont neutres ou détracteurs? De la même manière, si je suis client, est-ce que ma relation avec vous doit s'arrêter? C'est-à-dire que est-ce que le fait d'avoir acheté quelque chose chez vous, ça y est, ça me bloque et que je dois subir vos process internes, me référencer, etc., jusqu'à l'agonie, jusqu'à ce que mort s'en suive? J'en suis pas sûr. Vos clients ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide, par exemple, dans la façon d'utiliser vos services. Ils ont peut-être des questions à vous poser à des heures auxquelles votre service client n'est pas disponible ou votre secrétariat n'est pas disponible. Pourquoi les obliger à attendre l'ouverture de vos bureaux pour trouver une réponse à des questions que probablement vous pourriez simplement mettre en ligne sur Internet ou à travers un petit chatbot? Donc pourquoi je vous raconte tout ça? Pour vous dire que quand on réfléchit au budget marketing, on devrait d'abord réfléchir à quel est le parcours de mon client aujourd'hui, voilà, matériellement, par quoi passent nos clients aujourd'hui. Identifions les frictions que rencontrent les clients. Et moi, si je devais dépenser de l'argent sur une stratégie, aujourd'hui, je commencerais à dépenser de l'argent pour réduire toutes ces frictions. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de ces frictions qui sont des frictions qu'on peut éliminer facilement. Ça m'amène au troisième point. Donc, je vous ai parlé des objectifs, je vous ai parlé de ce framework Flywheel que je viens de décrire. Le troisième point, c'est la technologie. Pourquoi s'obstiner à faire des choses manuellement quand on peut les automatiser et faire gagner du temps à tout le monde, à vos clients en priorité? Je vais vous raconter une petite anecdote. Je vais chez un salon de coiffure là, à Valence qui est
que j'aime beaucoup, qui réussit bien ma coupe, j'en changerai pour rien au monde. Ce salon de coiffure, pour prendre rendez-vous, il faut téléphoner ou il faut aller sur place. Donc vous allez là-bas, vous trouvez un moment pour prendre rendez-vous, vous téléphonez, ça prend 5 minutes, etc. Et quand vous êtes en train de faire couper les cheveux, toutes les 10 minutes ou toutes les 3 minutes, en fonction du moment où vous arrivez, votre coiffeur pose des ciseaux, il va répondre au téléphone. Et j'ai posé la question au coiffeur, et pourquoi tu ne prends pas un système là, comme Doctolib, il y a des trucs qui existent comme ça pour les coiffeurs, pour faciliter la prise de rendez-vous. Moi, ça me fait chier vraiment de t'appeler, de devoir t'appeler, attendre que tu répondes, trouver un moment dans ton agenda, etc. Pourquoi tu ne mets pas en place un système de réservation de créneaux? Le gars me répond, j'ai besoin de la relation client. Mais de quelle relation on parle? Il avait l'impression que le fait de ne pas répondre au téléphone et de passer par un outil, ça allait enlever la relation client. Mais moi, ce que j'attends de mon coiffeur, c'est qu'il me coupe bien les cheveux et qu'il réussisse ma coupe. C'est pas qu'il passe son temps à répondre. C'est pas qu'il me réponde d'une jolie voix au téléphone quand je demande à prendre rendez-vous. Voilà le genre de friction que vous pouvez éliminer avec l'automatisation. Je vous ai pris l'exemple d'un coiffeur, mais vous pourriez très bien transposer cette problématique-là à votre industrie. Typiquement, si un client a besoin de quelque chose, pourquoi doit-il parler au commercial qui s'occupe de son compte, qui potentiellement est peut-être en congé, potentiellement il est en arrêt maladie ou en déplacement à l'autre bout du pays? Pourquoi attendre que le commercial revienne pour avoir la réponse à ma question? J'ai besoin d'une réponse tout de suite parce que j'ai un besoin urgent. J'aimerais pouvoir trouver la réponse facilement. Et là, vous pouvez automatiser. Donc, on a besoin de technologie. Misez, investissez. Une partie de votre budget doit porter sur un investissement technologique. Alors, peut-être que ça ne relève pas du budget marketing, mais s'il s'agit d'outils marketing, en tout cas, discutez-en avec votre DSI, avec votre direction. Vous devriez aujourd'hui disposer d'outils disponibles en 2020, c'est-à-dire d'un CRM qui tienne la route, d'un CRM qui vous permette d'avoir du contexte automatiquement sur vos prospects, de façon à ce qu'on remonte quasiment automatiquement dans le CRM les échanges d'emails, les informations qui circulent un peu dans l'entreprise et qui sont aujourd'hui soit dans la tête de vos commerciaux, soit dans la tête de la standardiste, soit sur un bloc-notes ou une boîte Outlook. C'est pas normal. Tout ça devrait être centralisé dans la fiche du client. Pourquoi? C'est pas pour le fliquer. C'est simplement pour pouvoir derrière lui répondre de la meilleure manière et adapter nos réponses à sa situation et au contexte dans lequel votre client se trouve. Ça, c'est de la technologie. Et cette technologie, elle doit parler avec l'ensemble de votre écosystème digital. Vous avez un ERP qui contient les factures, qui contient les ordres de production, etc. Moi, si je suis marketeur aujourd'hui, je serais intéressé d'avoir ces informations-là dans les campagnes marketing que je vais envoyer, pour éviter déjà d'envoyer des messages marketing aux mauvaises personnes, et puis surtout pour affiner la qualité de mes messages. Je vais envoyer des messages extrêmement ciblés parce que j'ai une connaissance extrêmement précise de mon prospect ou de mon client. Il faut aller vers une convergence de vos outils. Il faut que les outils se parlent entre eux. Donc ça, c'est un grand débat. On pourra faire un live spécifique là-dessus. Quel type d'outils choisir? Vous êtes pro open source ou pas? Ce n'est pas la question. La question, c'est de choisir des outils, a priori, qui soient capables de se parler entre eux. Moi, je ne crois pas au mouton à 5 pattes qui est capable de tout faire. Je pense qu'un bon CRM, c'est un bon CRM. Un bon ERP, c'est un bon ERP. La stratégie, c'est peut-être de faire en sorte que ces outils, quand on les choisit, on choisisse des outils qui soient capables de parler avec d'autres outils. Donc, qui disposent d'une API, qui soient des outils cloud. Ce n'est pas normal aujourd'hui de ne pas avoir ces outils sur le cloud et d'avoir des outils qui soient uniquement accessibles sur votre ordinateur. Vous savez, lors du premier confinement, j'ai discuté avec une grosse boîte. Le gars était sous l'eau au niveau du marketing parce qu'il m'expliquait qu'il avait dû passer les 2 premières semaines du confinement à paramétrer les tours PC de ses collaborateurs pour qu'ils puissent travailler en télétravail. Ça veut dire que les gars sont tous partis avec une tour. Je ne savais même pas que les tours existaient encore à notre époque en 2020. Mais c'est pour vous dire un peu l'état des entreprises aujourd'hui. Ce n'était pas une petite boîte. C'était une boîte d'une certaine taille, même d'une très, très, très grosse taille. Ce n'est pas normal qu'en 2020, on en soit encore là. Vous êtes capable, vous, industriels, d'investir énormément sur votre production. Et on a des choses vraiment magiques qui se passent sur l'industrie 4.0, sur l'IoT, sur l'impression 3D, enfin tout ce que vous voulez. Et puis derrière, vous travaillez avec un Opinel. J'ai rien contre l'Opinel, mais l'Opinel, c'est le couteau du bricoleur. Et vous bricolez avec des petits outils archaïques et vous obligez et vous faites subir ça à vos équipes. Et surtout, vous faites subir ça à vos clients parce qu'à la fin, celui qui paye l'inefficacité de tous ces outils, ce n'est pas votre commercial ou votre marketeur ou votre service client. C'est votre client lui-même qui va subir à un moment donné des pertes d'informations, des erreurs dans ses commandes, etc. Donc le stack, ça c'est le 3e point. Il vous faut définir un ensemble d'outils technologiques qui vont être une base solide sur laquelle vous allez appuyer votre stratégie. Et ça, c'est un élément que vous devriez
implémenter dès aujourd'hui dans votre budget marketing 2021. Et là, je parle d'outils comme des outils de vente à distance. Pourquoi vos commerciaux, vous croyez qu'ils vont se déplacer dans les prochains mois? On est parti encore pour quelques semaines à devoir travailler à distance. Et c'est rentré dans les mœurs. Pourquoi vous allez obliger vos commerciaux à se taper le Tour de France alors qu'on peut vendre par Zoom aujourd'hui ou par d'autres outils, Skype ou ce que vous préférez, qu'on peut choisir tout un tas d'outils qui nous permettent de faciliter la vente à distance. On peut vendre à distance. Moi, depuis 2015, j'arrive à vendre des contrats parfois à plus de 100 000 euros alors que je n'ai pas rencontré physiquement mon client. On arrive à construire une relation de qualité et c'est aussi faire preuve d'efficacité, d'être capable de dire à un client: je ne vais pas me taper un déplacement jusqu'au Havre juste pour 2 heures de réunion et pour te faire signer mon contrat. Tu vas signer le contrat et ensuite je viendrai vous voir au Havre. Alors je sais que ce n'est pas tout le temps possible, mais réfléchissez efficacité, outils, et il vous faut une plateforme technologique. Dernier point, c'est un petit peu le point sur quelle action on mise. Une fois qu'on a défini tout ça, vous voyez bien que ça va vous définir un peu une feuille de route. Vous avez votre stack technologique, vous avez identifié des frictions dans le parcours d'achat de vos clients, et donc vous allez pouvoir commencer à réfléchir à des actions. Parmi les frictions que peuvent rencontrer vos clients, c'est peut-être un site web qui ne tient plus la route. Donc il y a peut-être un budget à prévoir sur la refonte du site web. Mais la refonte du site web, aujourd'hui, ce qui se passe dans la plupart des cas, c'est que vous budgétez ça prend 1 an, et qu'en gros, quand on fait le site web, on ne fait plus rien d'autre. Ça veut dire que vous attendez encore 1 an, et qu'au bout d'1 an, quand vous allez sortir votre site web, vous allez lancer une stratégie avec d'autres tactiques, mais que le site web que vous avez fait, vous n'aurez aucune idée de savoir si ce site web va coller, va vous aider à atteindre vos objectifs avec votre nouvelle stratégie. Donc, moi, mon point de vue, c'est qu'il faut réfléchir un peu de manière agile et d'y aller par petits pas. Ok, mais plutôt que de faire une grosse refonte du site, commencez par des petits morceaux du site. Si vous pouvez le faire, envisagez une refonte en même temps que vous déployez votre stratégie. Et aujourd'hui, s'il y a bien une stratégie sur laquelle vous devriez miser, et c'est encore plus vrai à l'heure de l'incertitude qu'il peut y avoir sur les salons, je ne dis pas qu'il ne faut plus faire de salons, mais qui peut matériellement croire qu'il va y avoir des salons avant le mois de mars, quoi. Je veux dire, il ne faut pas rêver, on ne va pas avoir des salons comme on avait en 2019 ou en 2018, des gros salons. Ça risque quand même d'être compliqué. Donc, même si les organisateurs de salons, je les pauvre, je les plains parce que c'est clairement pas une situation facile et j'ai rien contre les salons, mais clairement, on est quand même mal barré avec le contexte actuel pour avoir des salons. Et il y a énormément d'entreprises qui ont arrêté purement et simplement les salons sur 2021 parce qu'il y a trop d'incertitudes. Donc, misez, c'est le bon moment pour démarrer une stratégie de contenu si vous ne l'avez pas fait. Pourquoi une stratégie de contenu, c'est le meilleur investissement que vous pourriez faire? Les contenus que vous allez produire, ils vont rester sur votre site. Si c'est des contenus de qualité, c'est des contenus qui vont générer du trafic. Les contenus que vous produisez aujourd'hui en 2020, ils continuent à vous produire du trafic en 2021, 2022, 2023, 2024. Vous savez quoi? Sur la plupart des leads qu'on reçoit nous chez Neil aujourd'hui, on en reçoit un bon paquet tous les mois grâce à notre stratégie, à peu près 150 à 200 contacts par mois. Ces contacts-là, la plupart sont générés par des contenus qu'on a produits en 2015, 2016, 2017. Ce n'est pas forcément les contenus de 2020 qui produisent les meilleurs leads. Et ça, quand vous commencez à produire des contenus, contrairement à un salon qui peut potentiellement vous amener du business, je ne dis pas le contraire, mais qui est une chose qui n'est pas scalable, c'est-à-dire que vous misez 200 000 balles ou 150 000 balles ou 50 000 balles sur un salon, vous n'avez aucune idée a priori du business que vous allez générer derrière parce que ça dépend de tout un tas de facteurs que vous ne maîtrisez pas. Et ce n'est pas parce que vous allez mettre un gros budget que vous allez avoir un gros retour sur investissement. Sur le contenu, c'est scalable. Vous mettez un gros budget sur le contenu, vous produisez beaucoup de contenu, des contenus de qualité avec des campagnes bien ficelées, et derrière, vous générez des résultats en conséquence. Et vous avez un levier. Vous commencez petit, vous pouvez augmenter ou réduire derrière et allouer le budget ailleurs. Et surtout, ça reste un asset important pour votre boîte. Si votre objectif, vous êtes patron d'une PME et que vous avez un objectif de revente, clairement, les assets marketing font partie du patrimoine aussi d'une entreprise, comme ses machines, comme ses brevets ou comme d'autres choses immatérielles. Donc, vous construisez une stratégie de contenu qui va durer dans le temps, qui va vous générer du business à long terme, qui va en plus, si vous avez le bon stack, c'est pour ça que je parlais de la technologie juste avant, qui va vous permettre de mesurer tout un tas de choses que vous ne mesurez pas aujourd'hui, et puis surtout, avant tout, une stratégie de contenu qui va apporter de la valeur à vos clients avant de chercher à en extraire, qui va aider vos commerciaux à faciliter le fait de faire du business avec vous et qui va répondre aux questions que se posent les clients que vous avez déjà. Donc ça veut dire que ces contenus-là peuvent aussi s'intégrer parfaitement dans le framework Flywheel dont je vous parlais tout à l'heure,
parce qu'ils vont venir répondre à des questions, à des frictions que rencontrent vos clients. Donc, avant même de servir à générer du business, ils servent aussi essentiellement à faciliter tout simplement la vie de vos clients. Et je boucle la boucle à faire en sorte que vos clients vous recommandent et qu'ils vivent une expérience remarquable avec vous. Une expérience client remarquable, ce n'est pas réservé à un bon resto ou à un achat B2C. C'est aussi quelque chose qu'on devrait pouvoir vivre quand on fait un achat en B2B et peut-être même de manière encore plus importante. Je résume ce que j'ai un peu raconté. Fixer un budget marketing, c'est commencer par se fixer des objectifs business, être au clair sur les objectifs de sa boîte, aller challenger ces objectifs-là auprès de sa direction si on a des doutes sur la façon dont ils ont été construits et vraiment discuter ouvertement avec ses équipes commerciales, ses équipes services et avec toutes les parties prenantes de l'entreprise. S'appuyer sur un framework qui vous permette d'unifier les différents services pour avoir vraiment une équipe de croissance et une vision unifiée du parcours de vos clients et essayer d'apporter une expérience la plus magique possible à vos clients, les faire kiffer. Troisième point, la technologie. Vous ne pouvez pas monter un budget marketing aujourd'hui sans prévoir une part allouée à la technologie. Et quatrième point, réfléchissez à des stratégies où le contenu devient une pièce maîtresse. Si vous n'avez pas encore commencé à produire de contenu, c'est le bon moment. Il y a un proverbe, je crois que c'est un proverbe chinois, ou je ne sais plus où je l'ai entendu, qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Faites-le, c'est pas grave si vous ne l'avez pas fait avant, mais faites-le dès maintenant, parce que c'est la façon de faire du marketing efficace aujourd'hui. Ça repose sur des stratégies de contenu qui vous permettent aussi de travailler votre marque, de travailler votre visibilité, de montrer que vous êtes l'expert que vous prétendez être, pas uniquement en l'affirmant, mais en apportant des réponses à toutes les questions que se posent vos clients. C'était le premier live aujourd'hui sur LinkedIn. Je ne sais pas si ça a fonctionné, je vous avoue que je ne suis pas allé voir en direct si j'ai envoyé ma bibine. Pour conclure un peu sur ce sujet du budget marketing, je vais vous mettre en lien, juste en dessous de la vidéo de ce live, je vais vous mettre un lien vers un petit calculateur de budget pour entrer dans les faits qui va vous permettre de calculer votre budget par rapport aux objectifs business, au nombre de clients que vous voulez rentrer. Ça donne une idée, ça vous permet de dire combien vous devriez dépenser idéalement par rapport à ces objectifs-là. C'est un petit tableau Excel gratuit que je vous mets à disposition. Vous allez trouver le lien en dessous de cette vidéo. Et puis je vous invite à aller voir aussi ce qu'on a raconté sur la Flywheel. Il y a un petit atelier qu'on organise régulièrement. Vous pouvez aller vous inscrire et comme ça vous serez tenu informé. C'est un atelier gratuit. On a réuni 5-6 dirigeants ou responsables marketing industriel. Et l'idée c'est de vous montrer comment fonctionne ce workshop Flywheel, comment fonctionne cette Flywheel. Et vous trouverez aussi un tas de ressources sur notre site. Vous êtes sur Industrial Growth, le seul podcast entièrement consacré à la croissance des PME industrielles. Pensez à vous abonner, à nous laisser un petit avis sur Apple Podcast. Vous retrouvez aussi la vidéo d'aujourd'hui au format audio sur Apple Podcast, sur Spotify, sur SoundCloud. Vous retrouvez aussi cette vidéo sur le site agencenil.com. Je vous souhaite une très 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 belle soirée. À bientôt.